Bonjour à toutes et à tous, merci pour votre invitation. Je félicite les organisateurs, donc l'Académie nationale de chirurgie de la SFCO pour la réussite de cet événement. Vous êtes plusieurs centaines à être connectés en direct à cet événement, ce qui est une grande réussite très moderne. Et je vous rappelle qu'il ne faut pas hésiter à poser vos questions. Je m'adresse aux personnes qui sont connectées en direct sur Internet. Vous pouvez poser vos questions en direct et elles me seront transmises. Le sujet que je vais aborder aujourd'hui, c'est RAC, donc récupération améliorée après chirurgie et PBM, deux piliers importants pour les patients en chirurgie carcinologique du poumon. Évidemment, ça va au-delà de la chirurgie pulmonaire puisque ça impacte toutes les chirurgies du cancer. Donc très rapidement, le programme de récupération améliorée après chirurgie, la RAC, donc comme vous le savez, c'est Henri Calette, qui est un chirurgien digestif danois, qui a décidé de rassembler tout ce que nous faisions de façon séparée. On essayait chaque corps de métier qui s'occupe du parcours périopératoire du patient, on essayait d'optimiser nos étapes. Il a mis tout ça dans un chemin clinique avec un objectif de diminuer la mortalité des patients, la sécurité, le confort des patients et le coût de la prise en charge chirurgicale des patients. Donc la définition de la récupération améliorée après chirurgie, c'est une organisation spécifique des soins sous forme d'un chemin clinique. C'est très important. Le patient est au centre de ce chemin clinique et il doit jouer un rôle actif. Il y a besoin d'une coordination transversale et chaque étape est étudiée par les professionnels, donc c'est multidisciplinaire. Tous les acteurs du chemin clinique du patient vont se poser autour d'une table et vont rédiger un protocole qui est appuyé sur les connaissances scientifiques. Donc c'est très important de voir cette définition de la RAC. Et voici l'exemple de schéma clinique de la RAC du patient opéré du poumon à l'hôpital Tenon. Comme vous voyez, donc ça commence, ça c'est très important, ça commence en consultation de chirurgie puis d'anesthésie. Et vous voyez que chaque étape, il y a chaque étape est découpée en points très importants à valider. Par exemple, vous avez l'évaluation des risques de la chirurgie, l'arrêt du tabac, l'alimentation, la correction de l'anémie. Vous voyez qu'ici, la correction de l'anémie dans notre chemin clinique se fait en préopératoire au niveau de la consultation d'anesthésie, consultation de chirurgie, avec pour objectif un retour à domicile après les résections pulmonaires majeures de 3 à 4 jours. Donc vous voyez ici, c'est le protocole mis en place à Tenon du préopératoire où la correction de l'anémie est gérée en consultation d'anesthésie. Des recommandations internationales récentes. Donc là, vous avez la recommandation de la Société européenne de chirurgie thoracique, le STS, l'ERAS, qui insiste sur la gestion de l'anémie en préopératoire. Il rappelle dans les recommandations la morbimortalité liée à l'anémie, qu'il faut la détecter et il faut la corriger, et que la meilleure façon de la corriger, c'est d'apporter du fer injectable ou opérance en fonction du temps qu'on a. Et ces recommandations sont d'un haut niveau d'évidence et un haut grade de recommandation. Alors, comment définir un programme de PBM? Donc, si on prend la définition, je dirais théorique, c'est la mise en place d'un programme en périopératoire qui adopte une stratégie multimodale, multidisciplinaire, qui est fondée sur des concepts scientifiques et centrée sur le patient. Donc lorsqu'on prend cette définition-là, elle ressemble et partage quasiment point par point la définition d'un programme de RAC. Comme je vous l'ai montré sur une diapositive précédente, c'est un protocole qui est centré sur le patient, qui est multimodal, multidisciplinaire, et qui est centré sur le patient autour d'un trio de coordination qui est l'anesthésiste, le chirurgien et le coordonnateur ou la coordinatrice. Donc on est sur un programme qui partage les mêmes définitions. Donc cette organisation qui est mise en place pour faire de la RAC, qui devient maintenant le standard de la prise en charge de la gestion du patient en périopératoire, peut être confiée aux mêmes coordinateurs qui vont mettre en place et le programme RAC et le programme PBM. Donc il est nécessaire de proposer aux équipes qui ont déjà mis en place un programme RAC d'intégrer le PBM, et ce sont les recommandations de plusieurs sociétés savantes qui vont dans ce sens-là. Comme je vous l'ai dit, le STS, GRAS, ERAS, toutes les sociétés savantes s'orientent maintenant vers il faut mettre en place un programme RAC et il faut intégrer dans le programme RAC le programme de PBM. Donc le programme de PBM,
comme le professeur Capdeville vient de nous le rappeler, il y a 3 piliers donc, qui peuvent être intégrés en pré, en per et en post-opératoire. Donc, en préopératoire, on a le dépistage de l'anémie. Donc, on sait très bien qu'il faut que l'anémie et la transfusion sont des facteurs de morbimortalité et que la sévérité de l'anémie est corrélée à la sévérité des complications périopératoires. Donc, il est important de détecter cette anémie, ça c'est la première chose, le plus tôt possible. Et vous allez voir dans la suite de mon topo l'importance du timing, du temps qui nous est offert dans la chirurgie oncologique, qui est toujours court, et cette détection doit être réalisée et corrigée avant la chirurgie programmée de la façon la plus efficace, c'est le supplément en fer. Et donc ce premier pilier du PBM, qui est en préopératoire, peut être facilement intégré dans la préhabilitation, la préparation du patient à la chirurgie oncologique dans le parcours RAC. Sur le péropératoire, donc, il faut limiter les pertes sanguines. Et là, la chirurgie mini-invasive joue un rôle majeur. Il y a eu des études randomisées qui ont démontré dans la chirurgie digestive la place de la célioscopie dans la diminution du saignement. Et la même chose pour la chirurgie thoracique, puisque beaucoup d'études, des méta-analyses s'orientent vers diminution du saignement grâce à la vidéochirurgie, la VATS, la vidéochirurgie, qu'elle soit assistée par le robot ou pas, il y a moins de saignement opératoire, ça a été démontré dans plusieurs études. Et donc, lors des interventions, lorsqu'on peut faire une chirurgie mini-invasive, il faut privilégier ces techniques mini-invasives. Et donc, ça permet d'intégrer dans le programme RAC le deuxième pilier du PBM et les recommandations. Là encore, l'exemple des recommandations européennes de l'ESTS qui mentionne, qui appuie le fait que lorsque les chirurgiens peuvent faire une chirurgie de résection majeure pulmonaire par vidéochirurgie, par VATS, il faut privilégier cette voie d'abord. Et c'est encore un niveau d'évidence qui est élevé et une recommandation d'un grade élevé. Le post-opératoire, il faut augmenter la tolérance à l'anémie et reculer le seuil transfusionnel, comme ça a été dit. Donc, il faut optimiser le monitoring du patient en péropératoire, abaisser le seuil transfusionnel, et ce qui va permettre, de façon multidisciplinaire, anesthésiste et chirurgien, d'intégrer le troisième pilier de PBM dans la gestion du patient et dans le parcours RAC. Je prends l'exemple de la prise en charge d'un patient en oncologie thoracique, mais je pense que c'est valable pour toutes les autres spécialités de la prise en charge oncologique. En thoracique, on a une suspicion, soit un signe clinique, la toux, une hémoptysie, une douleur thoracique ou une image suspecte qui est découverte de façon fortuite. On a une consultation, médecin traitant, ensuite l'oncopneumologue, bilan diagnostic d'extension et pré-thérapeutique, RCP, décision thérapeutique, ensuite le premier traitement. C'est le schéma classique de tous les cancers, prise en charge de cancer en France. Le problème dans cette prise en charge, c'est toujours le temps. Donc on a souvent un temps élevé, trop long, entre le moment de la suspicion et le premier traitement. Il y a des recommandations internationales qui ont travaillé sur le délai de l'accès de la demande de la prise en charge à la première consultation. Donc vous voyez, en fonction des pays, les délais sont différents. On est, par exemple, aux Pays-Bas, il y a 2 jours ouvrés pour pouvoir répondre à la demande, ou 2 semaines en délai entre le diagnostic et le traitement. Donc vous voyez que certains pays sont extrêmement actifs dans ça, mais d'autres, les recommandations sont beaucoup plus longues que ça. Alors qu'en est-il en France ? L'INCa a fait un travail sur le cancer du poumon et ils ont fait un audit sur la prise en charge du cancer du poumon en France. Et donc, entre l'imagerie et le premier traitement, si c'est une chimiothérapie, il y a 49 jours en moyenne en France. Et entre l'imagerie et la chirurgie, il y a 61 jours. Et nous, en tenant, on s'est intéressé à ces délais pour essayer de voir, d'une part, comment nous, on gère les patients à Thonon, en sachant qu'on a mis en place un centre qu'on appelle le nouveau NEO, c'est-à-dire que c'est un centre qui est dédié à la prise en charge des cancers, et donc avec une consultation spécialisée. On a un mail et un numéro de téléphone dédié. Lorsqu'un médecin traitant ou un patient dit « j'ai une suspicion de cancer pour un de mes patients », le patient est reçu dans la semaine, avec vous allez voir, un délai moyen de 4 jours. Il y a 6 places réservées en consultation avec un oncopneumologue dédié à ce centre-là, avec toutes ces plages-là sont déjà pré-réservées.
et qu'on a tous les jours des places de scanner, de TEP scanner, de fibroscopie dédiées au centre nouveau-néo pour essayer de raccourcir ce délai-là. Et donc, on a pris le parcours du patient entre première imagerie suspecte, la demande de rendez-vous dans notre centre nouveau-néo, et ensuite, étape par étape, jusqu'au premier traitement. Et on a divisé cette période-là par des temps. La durée numéro 1, c'est entre la demande de rendez-vous et la consultation avec l'oncopneumologue. Et ce qu'on constate dans notre centre, c'est qu'entre la première imagerie suspecte et le premier traitement, si c'est une chimiothérapie, on a 40 jours, et si c'est une chirurgie, on a 67 jours. Alors, où se positionne le programme RAC de nos patients par rapport à tout ça? Il vient après les 67 jours, le patient est vu en consultation de chirurgie et rentre dans son programme. Ça veut dire que le patient, la gestion de l'anémie, je reviens sur le sujet central de ma présentation qui est RAC et PBM, comment les intégrer ensemble. On voit que l'anémie est dépistée et recherchée au moment de la consultation d'anesthésie, alors que le patient est dans notre circuit de soins depuis 67 jours. Et donc, il faut réfléchir à la gestion de l'anémie avant pour diminuer le taux de transfusion. Donc, on s'est penché sur la période avant le circuit RAC. Vous voyez ici, le circuit RAC, il est à l'extrême droite de ma diapositive, et je reviens sur la période du bilan qui est le D6. Et vous voyez qu'à un moment donné, le patient vient en consultation spécialisée, il va aller en hôpital de jour. Et c'est là que le bilan doit être fait pour pouvoir optimiser cette durée-là, qui va de la consultation jusqu'au traitement. On a ce laps de temps qui est le D7, la durée 7, qu'on peut utiliser pour optimiser la gestion de l'anémie. Et vous voyez que pour une chimiothérapie, parce qu'un patient qui est anémique, qui va avoir une chimiothérapie, c'est aussi une augmentation de morbimortalité. Donc, corriger l'anémie, même si on ne va pas à une chirurgie oncologique, est bénéfique pour le patient. Et donc, vous voyez qu'on a un délai de 27 jours, la durée numéro 7, 27 jours avant une chimiothérapie et 48 jours avant une chirurgie. Et donc, on s'est appuyé sur les recommandations internationales et nationales pour définir un schéma de prise en charge des patients en fonction de l'hémoglobine du patient. Et ce qu'on fait, c'est qu'on profite de ce séjour systématique en hôpital de jour. Le patient vient en hôpital de jour, donc on va optimiser ce passage-là pour pouvoir faire bénéficier du patient d'une transfusion en fer et de l'optimisation de son hémoglobine avant la chirurgie. Lorsqu'on prend les patients en charge en consultation d'anesthésie, en chirurgie thoracique, on les opère dans les 15 jours qui suivent. On n'a que 15 jours pour préparer les patients. Si on anticipe, et c'est ce qu'on a commencé à faire à Thonon, on anticipe, on revient sur les 60 jours, on a quasiment 1 mois et demi, quasiment 2 mois pour préparer les patients, et ça nous permet d'optimiser cette prise en charge. Donc, pour résumer donc, le parcours chirurgical du patient, on va revenir sur le parcours total du patient. Vous voyez que ça représente vraiment une partie temporelle qui est assez limitée entre la consultation de pneumologie. Là, on va déjà lancer un premier bilan, ce qui n'était pas fait auparavant. On va faire un premier bilan pour aller chercher l'anémie, pour voir s'il y a une anémie qui est absolue ou fonctionnelle. Donc là, on va déjà informer le référent RAC qui est responsable PBM, puisque maintenant on a un référent RAC et un référent PBM dans la RAC. Donc on va aller solliciter, le prévenir qu'on a un patient qui a besoin d'une prise en charge pour une anémie. On va profiter de l'HDJ, qui est faite pour tous les autres examens de préparation à la chirurgie ou à la chimiothérapie pour faire la transfusion en fer. Donc là, la préparation se fait bien en amont du programme RAC du patient. Et ensuite, on arrive à la consultation d'anesthésie où on va arriver à un contrôle de ce qu'on a fait et non pas la découverte de l'anémie, ce qui est un gain pour le patient qui a besoin de cette transfusion. Et donc, on va arriver ensuite au bloc opératoire en minimisant les besoins de transfusion, puisque tout ça a été géré en amont. C'est un modèle en chirurgie thoracique, mais à mon avis, ça peut être appliqué à tous les modèles de chirurgie oncologique.
Et donc, je rappelle que nous avons travaillé, la SFCTCV a participé, donc la Société française de chirurgie thoracique et cardiovasculaire a participé à la rédaction du livre blanc. Et donc, nous avons, dans le livre blanc, il y a eu les 10 recommandations sur les mesures péropératoires, sur les incontournables chirurgicaux, principalement la chirurgie mini-invasive, le dépistage et la prise en charge de l'anémie, et d'intégrer, c'est le sujet de ma présentation, d'intégrer le PBM dans le programme RAC, ce qui est assez facile à faire. Donc pour conclure, donc RAC et PBM, ce sont deux programmes similaires sur de multiples aspects, avec une organisation très proche. Quasiment toutes les recommandations des sociétés savantes plaident pour la mise en place d'un programme PBM intégré au programme de la RAC, et l'anticipation, c'est vraiment le mot-clé. L'action la plus importante, c'est d'anticiper la prise en charge des patients, de détecter l'anémie bien avant que le patient ne rentre dans le circuit chirurgical. Et là, c'est un travail d'organisation avec les collègues qui nous adressent les patients et les aider. Comme je vous ai dit, dans notre programme, il y a le référent RAC qui est responsable du PBM. Merci pour votre attention. Un grand merci donc pour ces deux présentations. Bon, on voit bien que enfin, les chiffres étaient vraiment hyper convaincants. Hein. On n'est pas bon. On le fait pas suffisamment, à part les centres qui sont déjà complètement convaincus, on le fait pas suffisamment. Moi, je sais, je plaide vraiment à l'Institut de cancérologie, on a vraiment des efforts de réhabilitation améliorés, on a des efforts de préhabilitation dans plein de domaines, et je pense qu'il faudrait qu'on travaille plutôt ça, parce que c'est vraiment fréquent que à l'incision, on pose la question aux collègues anesthésistes en disant, bon, on fait notre checklist, et dans les risques, il y a évidemment risque hémorragique. On fait de la chirurgie des cancers gynécologiques avec des exentérations pelviennes, avec de la chirurgie lourde de cancer de l'ovaire. On fait j'ai des collègues qui font de la chirurgie des cancers digestifs, qui font essentiellement des chirurgies lourdes, qui arrivent dans des centres hyper spécialisés. Et la première question qu'on se pose, c'est, bon, là, on incise, on est à quel taux d'hémoglobine? Et on est pratiquement toujours déjà bas. D'abord parce que les traitements néoadjuvants, on l'a vu avec tous les topos, sont là et ont cet impact-là. Et donc, il faudrait vraiment qu'on adhère. Alors, nous, on adhère, en tous les cas, la Société française de chirurgie oncologique adhère complètement à cette démarche et s'inscrit comme partenaire de cette démarche. Mais il faudrait vraiment qu'on progresse. Voilà. Si vous avez des questions par rapport à ça, oui, Frédéric. Oui, merci pour les deux exposés. Je voulais savoir, en PEROP, les orthopédistes utilisent beaucoup de produits qui favorisent la coagulation pour justement éviter les transfusions. Est-ce qu'en cancéro, on a le droit de les utiliser? Vous parlez quoi, de l'acide tranexamique, par exemple? Alors, oui, il n'y a aucun. Alors là, l'acide tranexamique sont des antifibrinotiques de synthèse. Il n'y a absolument aucun problème en chirurgie oncologique. Et ça a été fait en chirurgie oncologique de nombreuses fois. Après, c'est quelque chose qui est géré donc, du côté de l'anesthésie-réanimation. La seule petite problématique de l'acide tranexamique, c'est de savoir la dose et la durée. Donc il y a des chirurgies où c'est assez codifié, la chirurgie orthopédique, vous en parlez. Déjà en chirurgie abdominale urologique, gynéco, ça l'est un petit peu moins. Ce qu'on sait en tout cas, c'est que ça marche quand on l'utilise en péropératoire et les premières heures après la fermeture, c'est-à-dire en gros dans les 6 heures après la fermeture. Donc globalement, je vais vous donner un truc très très clair, hein, c'est 1 gramme lorsque vous incisez votre patient en bolus. Et ensuite, vous faites 250 mg horaires pendant toute la durée de la chirurgie. Et ensuite, vous arrêtez à la fin de la chirurgie. Déjà, si vous faites ça, vous avez un protocole qui est recommandé et qui marche excessivement bien pour la majorité des chirurgies, y compris la chirurgie en cours. D'accord, merci. Gilles, tu as une question? Enfin, une remarque. Donc, enfin, on est convaincu, nous, on l'a mis en place sur les deux aspects, hein, RAC et aussi sur l'anémie. Au début, quand on a mis en place, on était parmi les premiers, on a eu des aides. Parce que il faut bien sûr avoir que l'équipe, globalement, ait une volonté, mais il faut aussi des moyens quand même. Au début, on a des aides, parce que c'est des programmes de recherche, d'évaluation.
Mais après, les aides, elles disparaissent. Donc, il y a quand même une problématique de moyens, parce qu'on dit il faut les coordonnateurs. Oui, d'accord. Tout à l'heure, on disait à la consultation d'annonce, il faut l'infirmière coordinatrice. Moi, j'aimerais bien l'avoir tous les jours, mais c'est pas réalisable. Donc, il y a ce problème de moyens, est-ce que vous pensez qu'avec les économies substantielles sur le calcul théorique, on devrait pouvoir générer suffisamment d'économies pour le financer? Mais les vases ne sont pas forcément communicants. Oui, alors, pour le coup, on est complètement d'accord avec vous. Le nerf de la guerre, il est là. Et, enfin, en partie, en tout cas. Alors, c'est une campagne qu'on mène depuis maintenant 2 ans presque. Hein, c'est-à-dire qu'on a vu, on ne va pas vous énumérer toutes les tutelles qu'on a vues dans toutes les... Ça passe de la DGS, la DGOSS, la Haute Autorité de Santé, évidemment les conseillers au ministre de la Santé, au Premier ministre, etc., la CNAM, les payeurs, hein, donc toutes les ARS. Donc on les voit au fur et à mesure pour les sensibiliser au sujet. Alors, oui, il y a eu des amendements au niveau du PLFSS, la nouvelle loi de santé. Vous savez qu'elle est bloquée au Sénat en ce moment. Les amendements ne sont pas passés parce que c'est compliqué d'avoir des amendements qui passent. Mais en tout cas, c'est une petite sonnette qu'ils ont et en permanence. Et quand on parle avec eux, on leur parle de parcours de soins et de moyens pour pouvoir faire ce parcours de soins dans n'importe quel type de prise en charge de patients. Les ARS sont excessivement sensibilisés à ça. Le problème, c'est qu'on a une réponse dichotomique des ARS qui est toujours la même, qui est de dire faites un article 51. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça veut dire, c'est-à-dire en gros passer 3 ans à travailler pour montrer, amener des datas et montrer que ce que vous faites peut avoir un intérêt après pour la prise en charge des patients avec un réseau ville-hôpital. Je vous le fais en cours. Donc globalement, oui, ça c'est un petit peu décevant. Mais on va y arriver, c'est-à-dire avec la persévérance, on va y arriver. Et les ARS qui sont intéressés, par exemple Occitanie chez nous, mais à l'Île-de-France par exemple, sont des ARS extrêmement intéressés. Et elles commencent déjà à objectiver le fait que oui, on va essayer de mettre des moyens pour avoir des nouveaux métiers. Alors ça peut être, vous avez parlé des infirmières coordonnatrices, donc toi, chez toi, tu l'as fait depuis un moment. Tu l'as fait en mettant la RAC au départ. Mais ceux qui ne l'ont pas fait, on peut avoir des infirmières coordinatrices qui sont, vous savez, les fameux nouveaux métiers. Alors avec des infirmières, avec des pratiques avancées ou pas, peu importe, ça c'est des trucs politiquement à la mode. Mais enfin, on peut en tout cas les inclure dedans et on va avoir des moyens. Je vous dis qu'on va avoir des moyens. Maintenant, je ne sais pas à quelle hauteur. Je ne sais pas dans combien de temps, mais on va les avoir parce que tout le monde est sensibilisé. Et avec ce qui s'est passé en plus hier dans les rues, je pense que globalement, on va commencer à mettre un tout petit peu plus de moyens dans les hôpitaux et peut-être nous écouter un peu. Donc, ouais. Juste ajouter un commentaire. Dans le parcours RAC, la coordinatrice, la négociation qu'on a fait pour obtenir ce poste-là, c'est de dire qu'elle va améliorer elle va optimiser la durée de séjour des patients. Il y a des patients qui ne sortent pas pour des problèmes de santé, pour des problèmes d'organisation. Et c'est le rôle qu'on lui a confié principalement. Donc elle nous aide à faire ça et ça a permis de raccourcir la durée de séjour, donc de justifier son poste. Donc je pense que ça, en plus des économies qui vont être faites sur le PBM, je pense que c'est là qu'on va avoir des moyens.